Il faut connaître en France les mécanismes qui permettent de te soutenir au démarrage parce que tu fais pas de chiffre d'affaires au départ. Et donc, aller chercher de la sub auprès de la région, auprès de BPI, auprès de tes banques, des prêts, etc. C'est le bon moyen pour démarrer, j'ai envie de dire, raisonnablement, puis voir ensuite où ça t'amène. Tout le monde ne lève pas des centaines de millions au bout de 3 mois. Moi, je trouve qu'on est à une ère aujourd'hui où il n'y a plus de raison que les entreprises soient concurrentes les unes des autres dans des réponses à appels d'offres ou ce genre de choses. J'ai envie de fédérer. Est-ce que tu as des défis auxquels tu as été confronté durant ces années d'entrepreneuriat? Plein. J'imagine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Un mois, un entrepreneur, le podcast qui donne la parole aux vrais entrepreneurs. Moi c'est Alex d'Axonote, je suis responsable des partenariats et aujourd'hui je reçois Guillaume Valado, un des deux cofondateurs de Vortex.io, et aujourd'hui il est là pour nous partager un petit peu son parcours entrepreneurial et nous donner un petit peu les étapes qui l'ont mené jusqu'ici. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Alex, merci beaucoup, merci pour cette invitation. J'ai tout de suite une question qui me taraude, c'est que j'aimerais bien savoir ce que c'est un vrai entrepreneur à ton sens. Alors, un vrai entrepreneur, il peut avoir plusieurs formes, mais un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une activité réelle, qui travaille pour développer cette activité et non pas qui joue sur l'image des entrepreneurs pour se donner la parole sur les réseaux ou autres. Donc voilà ce qu'on entend par vrai entrepreneur. D'accord, bah donc dans ce sens, j'en suis un alors. Ouais, on n'a pas de doute là-dessus. On a plein de sujets à aborder aujourd'hui, puisqu'il me semble que l'actualité de Vortex.io est plutôt bien garnie en ce moment. Ce que je te propose directement pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est que tu nous pitches Vortex.io et que tu te présentes un peu pour nos auditeurs qui sachent un petit peu à qui ils ont affaire aujourd'hui. Ouais, super, merci pour cette invitation déjà. Donc Guillaume Valado, tu l'as dit, je suis un des deux cofondateurs de la société Vortex.io avec Jean-Christophe Poisson. On a créé la boîte en 2019. Donc nous, on a un parcours assez atypique parce qu'on est ingénieur de formation. On a bossé 15 ans pour une filiale du CNES à Toulouse sur l'observation des indicateurs de niveau de la mer avec des données satellites, l'élévation de niveau de la mer avec données satellites. Et puis, sur la fin de cette expérience, j'ai travaillé un peu sur l'utilisation des données spatiales pour observer les cours d'eau, les rivières, les lacs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'avoir beaucoup plus d'observations sur les territoires pour apporter des informations sur la prévention des risques de type inondation, sécheresse, mieux sécuriser les personnes et les biens. Et donc, le projet de Vortex, c'est de créer la météo des cours d'eau, voilà, tout simplement. D'accord. Comme on connaît la météo des neiges, la météo des plages, la météo au sens large du terme. Voilà, nous, on voudrait faire la météo des cours d'eau. Quel cours d'eau va-t-il faire demain? Et donc, on a lancé ce projet en 2019. Et donc, voilà, donc on est dans notre 5e année d'expérience en tant qu'entrepreneur avec Jean-Christophe et on est ravis. On est ravis de continuer cette aventure. Ouais, donc vous avez vraiment démarré à deux l'aventure depuis le début, quoi. Okay. Exactement. On était deux au tout départ du projet. On a eu la chance, avant d'être entrepreneur, d'être intrapreneur. D'accord. Voilà, pendant une année, parce qu'on a travaillé à Toulouse dans une société qui s'appelait CLS. Okay. J'en parlais tout à l'heure, justement, sur ces indicateurs d'élévation du niveau de l'océan. Et CLS nous avait laissé à l'époque, donc c'était en 2017-2018, la chance de tester une solution innovante qui était d'observer les cours d'eau avec des instruments embarqués sur des drones volants. Okay. Donc c'était assez précurseur à l'époque. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Voilà. Donc c'était la conclusion de tout ça. Et donc à la fin de cette période d'intrapreneuriat, nous, on avait un peu goûté à cette capacité à prendre notre envol et à avoir plus de liberté. Donc on a choisi avec Jean-Christophe de continuer cette aventure en dehors de CLS. Avec qui on travaille toujours aujourd'hui, justement, parce que la complémentarité entre de l'observation satellite et de la donnée in situ, comme ce que propose Vortex, est très très forte. Mmh. On sait qu'aujourd'hui, pour observer nos cours d'eau, on ne peut pas utiliser qu'un type de données, on est obligé de les mélanger. Et donc là où les sociétés du spatial proposent de l'observation avec de données satellites, nous, on a créé en fait un modèle économique basé sur un objet innovant, qu'on appelle la microstation, qui, pour le commun des mortels, est ni plus ni moins qu'un mini-satellite qui, au lieu d'être envoyé dans l'espace, est installé sous les ponts. Voilà. D'accord.
Ok, fallait y penser. Voilà, on utilise tout ce qui existe en technologie de télédétection du spatial pour pouvoir observer les cours d'eau sur des aspects quantitatifs et qualitatifs. Et donc, on crée la plus grande base de données hydrologiques in situ temps réel actuellement en Europe. Voilà. Okay. Et notre objectif, c'est de créer là actuellement le premier service de prévision des cours d'eau en temps réel. Donc, on travaille ardemment là-dessus et on a aussi une approche très nouvelle génération parce que dans ce domaine de l'hydrologie continentale, on sait aujourd'hui que les gouvernements autour de nous n'ont pas des budgets extensibles à l'infini. Et donc l'idée de rester dans un modèle classique où on achète des capteurs et des logiciels clés en main, c'est un peu révolu. Et donc Vortex propose la première solution SaaS pour l'hydrologie, c'est-à-dire qu'on assure l'entièreté de la chaîne de valeur depuis l'installation d'un capteur sur le terrain jusqu'à la fourniture de la donnée sur notre plateforme qui s'appelle Maelstrom. Et nos clients n'ont qu'à s'abonner à cette donnée. Donc je prends souvent cette image d'être un peu à l'hydrologie ce que Free a été quand ils sont arrivés au niveau des opérateurs téléphoniques. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait certains monopoles. Puis ils ont dit aujourd'hui, il n'y a pas besoin de payer aussi cher pour pouvoir accéder à de la communication téléphonique. Nous, on a la même approche. On se dit, il n'y a pas besoin de payer aussi cher que le prix d'un capteur traditionnel pour accéder à de la donnée de temps réel sur les cours d'eau. Parce que c'est notre, j'ai envie de dire, c'est notre projection sociétale de savoir aujourd'hui quel état de cours d'eau on va avoir demain et dans quelle mesure on risque d'être inondé ou au contraire asséché. On voit ça au quotidien dans les journaux. D'accord, ouais. Ok, bon, très clair, l'image avec Free, c'est bien amené puisque ça vous permet de comprendre mieux un petit peu l'idée qu'il y a derrière Vortex. Justement, j'en profite pour rebondir là-dessus. Quelle est la cible au final de Vortex ? Tu t'adresses Alors à quel type de client ? Ouais, on a différentes typologies de marchés, bien entendu. À la fois sur la verticale de l'hydrologie, puisqu'on a des clients privés, publics, de différentes sortes, pour différents besoins. Mais on a aussi des marchés directs et indirects. On a des gens qui sont clients de Vortex qui ont besoin d'avoir la donnée temps réel sur l'eau pour pouvoir eux-mêmes en faire des produits à valeur ajoutée et assurer eux-mêmes leur niveau de service. Et on a des clients qui n'ont pas besoin d'avoir la donnée sur l'eau, mais d'avoir des indicateurs, donc des services à valeur ajoutée sur cette donnée. Typiquement, on peut prendre l'exemple de camping, qui ont besoin de savoir, lorsqu'une inondation arrive à proximité de leur camping, dans combien de temps elle sera là. Donc avoir la donnée temps réel, ça les intéresse pas forcément. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'alerte pour pouvoir évacuer ou sécuriser ce qui est sur leur... prévenir, exactement. Ok, très clair. Est-ce que tu as des valeurs qui ressortent, qui t'ont guidé tout au long de ton parcours entrepreneurial ? Bien entendu, je pense qu'on ne peut pas vraiment être un entrepreneur sans avoir des valeurs. Aussi, ouais. Nous, elles sont très, très orientées sur le développement durable. On a un très, très fort engagement environnemental, écologique, et c'est d'ailleurs un aspect fort qui ressort dans l'ensemble de la team. On est 38 collaborateurs aujourd'hui, et je pense qu'il n'y a pas un entretien qui se passe sans qu'on aborde cette question de l'éthique. Et donc on accompagne aussi toutes ces valeurs dans nos actions du quotidien, notamment par exemple sur tous les aspects mobilité douce qu'on encourage auprès de nos collaborateurs, et on est très très ancré dans cette éthique développement durable et environnemental. D'accord, ouais, ça fait totalement sens avec le projet. Est-ce que tu as des défis auxquels tu as été confronté durant ces années d'entrepreneuriat qui te viennent en tête ? Plein. J'imagine. On va dire c'est pas facile de faire le tour de l'ensemble des défis qu'on a pu affronter avec Jean-Christophe, parce que encore une fois, je pourrais partir quand même de ce postulat que dans notre expérience, avoir été des cofondateurs, c'est essentiel. D'une part parce que quand on est jeune entrepreneur, on est plein de doutes, tout le temps. Et on a besoin d'avoir à la fois les retours de ses cofondateurs, les retours de ses autres piliers de vie, la famille, les amis, etc. Donc c'est un vrai défi en soi que d'arriver à avancer pas à pas, parce qu'au début on ne sait pas trop où on va. Et je pense que les défis changent au cours du temps. Quand la boîte se développe, quand la boîte commence à avoir ses premiers clients, quand la boîte commence à transformer un peu
son approche, quand elle a une certaine crédibilité, quand les défis sont à des plus grandes échelles. Nous, aujourd'hui, on est très orienté sur des défis à des échelles gouvernementales. Donc, c'est des défis de plus haut niveau. Voilà, on a des étapes à passer. Plus de pression, du coup, ou tu penses J'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. D'accord. J'aurais vraiment plutôt tendance à dire l'inverse. Je pense que la plus grande pression, moi personnellement, en tant que fondateur de Vortex, la plus grande pression que j'ai ressentie, c'est les 3 premières années de la création. Parce que d'une part, quand on n'est pas beaucoup, on doit avoir la vue sur tout. Ouais, tout à la fois, et on peut rien laisser de côté. On peut pas se dire, tiens, je laisse, je sais pas moi, le développement du produit de côté parce que je vais me concentrer sur mes clients. Non, il faut tout mener de front. Et voilà, on a rarement toutes les compétences quand on devient entrepreneur. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que la pression est redescendue au fur et à mesure des recrutements. Parce qu'on a eu un premier dev platform, parce qu'on a eu un premier directeur commercial, un directeur financier, voilà, un responsable du business développement, et puis l'équipe s'est étoffée petit à petit. Et donc, non, ça a été vraiment pour nous étape par étape. Et pour moi, personnellement, je pense la pression est différente aujourd'hui. Je dirais pas qu'elle est moins forte, je pense que les challenges sont différents. On a des challenges qui sont d'une plus grande envergure, mais aussi parce que la boîte est d'une plus grande envergure qu'il y a 5 ans. Mais par contre, je me sens beaucoup plus serein dans le quotidien de la société que au tout départ, quand j'ai démarré il y a 5 ans, quoi. Ok, bon, c'est bien d'avoir aussi ce point de vue avec un peu de recul, puisque souvent on a les difficultés de l'entrepreneuriat qui remontent, mais c'est bien aussi de voir qu'en se structurant avec les bonnes personnes, on arrive à atteindre un certain équilibre au final. Ouais. Toi, tu dirais qu'aujourd'hui, justement, tu as atteint cet équilibre. On entend souvent parler d'équilibre vie pro, vie perso. Comment tu te situes par rapport à ça, tu penses ? Alors, je vais pas dire que c'est une utopie, hein, l'équilibre vie pro, vie perso, mais je pense que monter une boîte, c'est quand même un projet de vie à part entière. C'est sûr, ça déborde sur la vie perso, et je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui peut dire le contraire. J'arrive totalement à cloisonner ma vie pro et ma vie perso. Moi, je fais du mieux possible pour que quand je suis pas au boulot, j'ai toute la disponibilité pour ma famille, pour mes amis, voilà, et puis même pour moi-même. Je pense que c'est aussi très important d'avoir du temps pour soi. C'est sûr. Et notamment cette gestion du temps, c'est un de mes challenges de l'année. C'est intéressant qu'on en parle parce que arriver à se rendre disponible pour ses équipes, mais aussi pour soi, mais aussi pour sa vie perso, c'est un peu un challenge de l'entrepreneur de 2024 parce que on est dans une société où tout va très très vite, tout se fait en temps réel, dès qu'il se passe un truc, tout ça se fait partout, les réseaux sociaux, etc. Et parfois, on aurait plutôt tendance à devoir décélérer que accélérer comme on le voit autour de nous. Ouais, prendre le temps de profiter des différentes choses sans tout de suite passer à l'étape d'après. Ouais, c'est important. Maintenant qu'on a parlé des défis, une notion qui s'en rapproche un petit peu, c'est la notion qui revient souvent dans l'entrepreneuriat, c'est la notion d'échec. Est-ce que tu estimes avoir connu des échecs dans ton parcours ou ça s'est toujours transformé en plus ou moins de réussite? Alors, sans prétention, je dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échecs dans l'aventure de Vortex parce qu'on est aujourd'hui une entreprise qui réussit, qui a montré vraiment ce qu'elle était capable d'apporter, encore une fois, à des échelles gouvernementales, voire européennes, puisqu'on est accompagné aussi par la Commission européenne maintenant, et aussi à une échelle française soutenue financièrement par la Caisse des dépôts et un ensemble d'investisseurs à impact, comme la Maïf Impact ou comme AFI Venture et le CNES, qui nous a apporté aussi tout son support depuis la création de la boîte et le label technologique de la société. Donc, je pense que là-dessus, on a réussi à valider toutes ces étapes au fur et à mesure du temps. Peut-être que si je revenais 5 ou 6 ans en arrière, je dirais que l'échec qu'on a subi avec Jean-Christophe, ça a été de ne pas réussir à convaincre la boîte qui nous avait embauchés lorsqu'on a été intrapreneur, qu'on était sur la bonne voie, mais qu'on était encore un peu peut-être early stage pour arriver à trouver vraiment les clients, les early adopters, ceux qui allaient nous faire transformer le business. Encore une fois, je pense qu'on était vraiment précurseurs dans ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, on voit
la plupart des services de l'État utilisent de la technologie par drone, etc. Ça s'est vraiment démocratisé, peut-être même un peu trop. Oui. Et quand on a proposé ça il y a quelques années, on était convaincus, mais on n'a pas réussi à faire la démonstration. Donc on a subi un vrai échec à ce moment-là, parce que être dans une boîte dans laquelle tu projettes de faire l'ensemble de ta carrière et te lancer ce challenge de démontrer que tu es capable d'apporter de l'innovation et que finalement entre guillemets la mayonnaise ne prenne pas, ça a été un moment difficile. Et puis après, moi, j'avais été personnellement animé par l'entrepreneuriat. Je pense que j'avais déjà un peu cette personnalité qui avait envie de créer des choses et d'apporter des choses à notre société. D'accord. Donc j'ai tout de suite eu envie de rebondir et de créer Vortex, dont j'avais pas le nom à cette époque-là. Et Jean-Christophe avait le même engouement, mais était beaucoup plus, j'ai envie de dire, réaliste, en me disant, écoute, on peut tenter ce challenge, mais regarde, on est quand même dans une super belle boîte, on pourra avoir un beau projet professionnel. Donc moi, pour partir de cette boîte, il va falloir qu'on ait quand même quelques garanties. Et donc on est partis ensemble le jour où on s'était assuré de pouvoir vivre sur du chiffre d'affaires pendant 2 ans. Voilà, c'était ça notre challenge. On a sécurisé suffisamment de chiffre d'affaires dès le départ de notre départ pour pouvoir travailler 2 ans. Ok. Voilà, et c'était donc ça. Un bon matelas de sécurité. Un matelas, à la fois une prise de risque parce qu'on savait pas où on allait. On partait encore une fois d'une super boîte. Voilà, donc c'était un vrai challenge. Et quand aujourd'hui on prend du recul et on se dit waouh, on est 38, on a des clients partout dans le monde en fait. Puis quand c'est pas des clients, c'est des collaborations avec des ambitions à des échelles vraiment internationales. On se dit que de chemin parcouru. Et donc j'ai envie de dire que finalement 4 ans, parce que on a créé la boîte en 2019, mais on a commencé notre activité dans cette boîte en avril 2020, début de Covid. Ok. Et donc, entre avril 2020 et avril 2024, il s'est écoulé que 4 ans de réel business. Et en 4 ans, le chemin parcouru, il est déjà grand pour nous. Ouais, ok. Top. C'est très, très inspirant. Donc, au final, ce mini-échec du côté intrapreneurial t'a permis finalement d'avoir ton projet. Ça a été un tremplin, ouais. Ouais, ça a été un tremplin. Ok. Ça montre, ça image parfaitement l'importance aussi d'avoir des échecs dans ces parcours tout à fait. entrepreneuriaux. Au niveau de ta boîte, du coup, comment tu encourages l'innovation au sein de ta boîte, que ce soit avec tes salariés ou même toi? Est-ce que tu apportes souvent des nouvelles idées, puisque j'imagine que c'est en perpétuelle évolution, ce côté-là, puisque ça touche à la technologie, ça touche au SaaS, tu l'as dit. Donc voilà, comment tu apportes un petit peu ce volet innovation dans l'entreprise? Alors, c'est une vaste question. En fait, chez Vortex, on est vraiment en mode lean. Donc, on a créé notre premier produit. On l'a commercialisé, donc bien sûr basé sur à la fois des retours clients, puis sur des nouveaux besoins qui ont été manifestés. Donc on a fait évoluer notre produit au regard de ces besoins clients. On a toujours cherché non pas à faire du techno-push, mais à répondre à un vrai besoin. D'accord. Et le premier besoin, c'était justement celui de se dire qu'aujourd'hui, dans le monde, on n'a que 20% de nos cours d'eau qui sont surveillés en temps réel. Okay. C'est vraiment pas beaucoup. Un peu plus en France, quasiment 30%. Mais voilà, on sait que pour pouvoir aller plus loin, il faut observer la majorité de nos cours d'eau, pouvoir faire des meilleurs modèles, pour pouvoir faire une meilleure prévention, une meilleure prédiction des événements qui vont se passer dans le futur. Et donc, l'innovation est au cœur de nos activités. Au quotidien, on a une liste d'innovations qu'on a envie de nourrir vraiment énorme. Et l'ensemble des collaborateurs de la boîte participent à cette innovation. Donc moi, j'ai même pas besoin de les inspirer là-dessus. C'est de fait, en étant dans la boîte au quotidien, que l'innovation se nourrit d'elle-même. Ouais. Et après, plutôt dans mon rôle, j'arbitre vers quelle les directions. aller, Voilà, exactement, parce que on a quand même besoin, je dis toujours, même si on a une vocation avec l'observation de la Terre que l'on fournit à avoir des vertus environnementales et une éthique de développement durable, on a quand même aujourd'hui une boîte à faire tourner. Et donc, voilà, il faut quand même générer du business. Et donc, on travaille vraiment là-dessus. Et donc, on arbitre, et je suis pas le seul à le faire, on arbitre tous ensemble, notamment avec les team managers ou avec Jean-Christophe ou avec nos directeurs du business développement sur les choix et les directions à prendre à certains moments.
Justement, je me posais la question, ça a quand même l'air d'être un business un peu de niche au final, le côté surveillance cours d'eau. Donc, comment tu arrives à te tenir informé, à avoir une veille continuelle sur les nouvelles tendances qu'il y a dans ce secteur? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances ou est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi dans ce secteur-là? Comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là? Alors, bon, déjà, il y avait l'expérience intrinsèque du fait qu'on était déjà dans ce domaine avant de créer Vortex, qui est vraiment important. Je pense que par rapport à des entrepreneurs qui démarrent à la fleur au fusil après leurs études, on avait quand même 15 ans de boîte. Oui. Donc, quand tu crées une boîte avec déjà 15 ans d'expérience dans l'industrie avant, tu as quelques petites méthodos que tu peux utiliser avec toi. Un réseau peut-être aussi existant. Ouais, tu as un réseau existant, exactement. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, on a le CNES qui a été notre premier sponsor, qui nous a permis de financer notre première R&D, qui ensuite est devenu client du service, etc. Tout ça, ça a été vraiment important pour nous. Et après, on rayonne beaucoup dans cet écosystème par collaboration. Moi, j'ai une philosophie aujourd'hui qui est de dire, voilà, on est beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'hydrogène, il y a beaucoup d'acteurs. Mais il se trouve que nous, on arrive 25 ans après tous les autres acteurs. Donc, quelque part, à la fois, on est parti un peu à la traîne, mais à la fois, on a capitalisé sur toutes les autres erreurs que les autres avaient faites et on a essayé de répondre à ces erreurs, notamment, par exemple, à travers la station qu'on a développée, qui est la station de mesure qui, aujourd'hui, dans le monde, délivre le plus de paramètres hydrologiques en temps réel. Donc, c'est quand même déjà une grosse avancée. Et surtout, cette station, inspirée du spatial, elle répond à toutes les limitations des stations in situ que l'on trouve aujourd'hui sur le terrain. Voilà. D'accord. Et donc ça a été déjà une énorme avancée. Premier point. Deuxième point, moi je trouve qu'on est à une ère aujourd'hui où il n'y a plus de raison que les entreprises soient concurrentes les unes des autres dans des réponses à appels d'offres ou ce genre de choses. Et donc j'ai envie de fédérer. Voilà. Et c'est vraiment une ambition profonde de fédérer les organismes qui travaillent dans ce domaine de l'hydrologie pour travailler ensemble. Parce que quand on est tous ensemble, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Et notamment, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de Vortex récente, mais il y a quelques mois, on a créé une alliance toulousaine qui s'appelle HydroVenture et qui veut fédérer, communaliser, faire coopérer des entreprises du privé et des organismes de recherche publique pour adresser une proposition de valeur à une échelle française, à une échelle européenne, à une échelle internationale, pour aller plus loin sur les services temps réel en hydrologie pour des gouvernements et pour répondre à des enjeux de type européen ou même à ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'ONU qui crée des services dits d'early warning, des services d'alerte précoce pour des événements naturels extrêmes. Et donc, voilà, on a créé cette alliance de 14 premiers acteurs pour partager nos expériences, combiner nos compétences et pouvoir aller beaucoup plus loin dans notre réponse vers les gouvernements. Je te propose, pour faire une petite pause dans l'interview, de passer un petit jeu que j'ai préparé. Bon, rien de bien Avec compliqué. Plaisir. Je t'explique rapidement le but du jeu. J'ai cherché sur Internet des petites rumeurs et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en rapport avec l'hydrologie? Donc j'ai cherché des idées reçues qu'il y avait sur les inondations, puisque c'est ce qui parle un peu au grand public et qui touche un petit peu ce domaine. Et donc j'ai trouvé des idées reçues que les gens ont sur les inondations. Donc ce que je te propose, c'est de te dire ces phrases d'idées reçues et que tu me répondes si elles sont plutôt vraies ou plutôt fausses, et surtout pourquoi, parce que le but c'est qu'on en apprenne un peu plus sur le sujet. Sachant, merci beaucoup pour ce jeu, sachant que j'aurais peut-être pas toutes les réponses à ces questions parce que je ne suis pas hydrologue de formation, sachons-le. D'accord. Voilà, donc j'aurais peut-être des réponses, mais je m'engagerai pas sur des voies si jamais elles sont... Ok, après ça c'est toi qui vois. Okay. En tout cas, je pense que tu es plus expert que la plupart de nous, de nos auditeurs, donc on aura déjà un bon point de vue là-dessus. Donc, première affirmation, avec le changement climatique, il y aura moins d'eau, donc moins d'inondations. Absolument faux. Non, avec le changement climatique, les conséquences sur nos territoires seront beaucoup plus fortes. Il n'y aura pas forcément moins d'eau ou plus d'eau. Il y aura surtout une alternance des risques sécheresse et d'inondation qui ne seront plus fonction des saisons, ce genre de choses,
parce que ça va devenir beaucoup plus chaotique. Et donc, on aura à certains endroits des inondations à répétition, pendant que d'autres endroits sur la planète subiront des sécheresses atroces. Et on en voit déjà, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. On a en France, en Europe, des expériences de ces dernières années qui montrent à quel point on peut subir des événements extrêmes, complètement antiphasés, à 2 points qui sont pas si éloignés que ça. Ouais. Ok, d'où l'importance de surveiller les cours d'eau de plus en plus. Essentiel. Voilà. Les inondations ne se produisent que près des rivières ou des côtes. Alors, c'est aussi faux. Ok. Les inondations, elles peuvent venir de différents phénomènes. Donc, le premier, en effet, celui qu'on connaît traditionnellement, c'est le débordement d'un cours d'eau. Comme tu le disais très bien, la submersion marine, c'est-à-dire l'eau salée qui rentre dans nos estuaires et sur nos continents. On en a de 2 autres types. Okay. Il y a les inondations par ruissellement. L'eau coule et elle glisse sur les terrains, notamment sur les zones les plus urbanisées, parce que quand on est très urbanisé, du coup, l'eau rentre moins dans les sols et elle arrive à des endroits, elle se stocke tellement intensément que ça crée une inondation. Et puis, on a les inondations par remontée de nappe, donc des inondations plutôt souterraines qui font que le niveau monte sous la terre et d'un seul coup, ça déborde au niveau des exutoires et ça inonde un quartier, une zone. Voilà. Ok, tu vois, les 2 dernières, je les connaissais pas trop. Peut-être la troisième un peu plus, mais le débordement des nappes, je savais même pas que ça existait. Voilà. Une autre affirmation, les maisons en hauteur ne sont pas affectées par les inondations. C'est peut-être plus du domaine du BTP, là. Ouais. J'aurais du mal à répondre à ça. Je pense que c'est certain que quand on est sur une crête et que l'eau coule autour de nous, on a peut-être moins de chances d'avoir les pieds dans l'eau, en tout cas à un instant donné. Après, je sais pas si c'est totalement. C'est une règle absolue. Ouais. Il est toujours possible de prévoir les inondations à temps. Ça, c'est absolument faux. Ouais. C'est d'ailleurs un énorme objectif de l'ensemble des organismes et des acteurs de la gouvernance de l'eau aujourd'hui qui travaillent sur la vigilance liée au risque et puis à ce qu'on connaît de nos cours d'eau ou de nos lacs. C'est de pouvoir mieux les prédire. Donc aujourd'hui, on a des modèles hydrologiques qui sont extrêmement bons, mais qui n'intègrent pas tous les affluents que l'on a autour de nous, toutes les entrées possibles. Et c'est d'ailleurs la vocation d'une boîte comme Vortex que d'aller plus loin dans notre connaissance, parce que pour avoir des bons modèles, il faut avoir beaucoup de données en entrée. Et donc forcément, il y a encore une fois un compromis à trouver entre tout ça. Et nous, notre objectif, c'est d'apporter un maximum de mesures, un maximum d'échantillonnage spatial et temporel pour nourrir des modèles qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin dans notre connaissance fine des événements de type inondation. Ok. Et la prédiction, bien sûr. Ok, on comprend mieux du coup l'importance vraiment capitale de surveiller tout ça. Et enfin, dernière petite affirmation, les assurances couvrent toujours les dommages causés par les inondations. Alors, c'est vrai et c'est faux. Ça dépend des typologies d'assurance et de clients qu'ils ont. Mais aujourd'hui, on voit des assurances de plus en plus indexées sur l'observation. D'accord. On appelle ça des assurances paramétriques ou indicielles. Et en effet, le tiers de confiance, c'est la donnée terrain ou satellitaire d'observation pour qualifier l'intensité d'une inondation et dédommager le client de l'assurance, l'assuré, du mieux possible et le plus rapidement possible, puisque un des objectifs quand on vit une inondation, c'est de pouvoir reprendre son activité le plus rapidement possible. Et donc, avec ce nouveau type d'assurance, on est capable d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Plus vite, ouais. Voilà. Okay. Top. Ben voilà, on a fini ce petit jeu. Bon, tu vois, c'était pas compliqué, tu as pu répondre à tout, et puis on a appris des choses, donc c'était cool. Je reprends les petites questions. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui est à ses débuts de son parcours entrepreneurial? Alors, plein de conseils. D'ailleurs, j'accompagne quelques boîtes qui démarrent parce que on a eu la chance, encore une fois chez Vortex, d'être extrêmement bien accompagné et encadré dès notre cofondation avec Jean-Christophe. À la fois à Toulouse par le pôle thématique Aerospace Valley, puisqu'on est une entreprise quand même du spatial, on a été très bien accompagné par le pôle Aerospace Valley, et puis
une entité dans ce pôle qui s'appelait Business Success Initiative à cette époque-là. Et que une personne qui s'appelle Daniel Poujol qui nous a beaucoup drivé au tout départ pour nous donner les clés pour ne pas aller dans des impasses. D'accord. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, ne pas penser que ça peut aller vite ou à l'inverse que ça peut être lent. Chaque business est différent. Moi, j'aurais envie de dire que la principale motivation, c'est d'être convaincu qu'on a envie de devenir entrepreneur et ne pas se leurrer sur le fait que ça nous prendra que 39 heures par semaine, ce qui est absolument faux, et que dans 3 ans, on sera les maîtres du monde parce que c'est absolument faux et c'est souvent pas le but recherché. Je pense qu'il y a aussi assez peu d'entrepreneurs qui se disent avoir ce type d'ambition. Je pense que la clé pour être un bon entrepreneur, c'est d'avoir conscience de la liberté que ça nous procure et comme tu le dis, d'avoir les pieds sur terre pour voir aussi qu'il y a des étapes à passer, que ça sert à rien, on peut pas aller plus vite que la musique. Et nous, c'est ce qui nous a aidé à démarrer et notamment moi personnellement, mon meilleur ami est CEO de chez Pictarine à Toulouse, donc c'était déjà un entrepreneur depuis quasiment 10 ans. Et lorsque les premières fois je suis allé voir lui et puis son cofondateur pour les pitcher sur Vortex, je suis reparti vraiment les premières fois complètement dégoûté parce que le pitch était pas bon, il y avait toujours des trucs à revoir, etc. Et par contre, le jour où le pitch a été suffisamment bon, ce sont les 2 premiers qui sont venus me voir en me disant « Nous, on est prêts à mettre un ticket pour vous accompagner ». En fait, on a fait une opération de BSAR au départ de Vortex qui nous a permis d'aller chercher quelques dizaines de milliers d'euros par de la love money et puis quelques BA. Et en fait, ça a été la clé du bon démarrage parce que quand tu as ça, tu peux aller chercher de la subvention. Et en fait, il faut connaître en France les mécanismes qui te permettent de te soutenir au démarrage parce que tu fais pas de chiffre d'affaires au départ. Oui. Et donc, aller chercher de la sub auprès de la région, auprès de BPI, auprès de tes banques, des prêts, etc., c'est le bon moyen pour démarrer, j'ai envie de dire, raisonnablement. Et puis voir ensuite où ça t'amène. Tout le monde ne lève pas des centaines de millions au bout de 3 mois. Tout le monde n'a pas cet objectif non plus. Et tout le monde n'a pas cet objectif. Voilà. Et c'est très bien que tu dis ça parce que c'était pas l'objectif de Vortex au départ de lever des fonds parce que on avait une croissance organique qui était correcte. Et on a avancé comme ça. Mais après, quand tu deviens beaucoup plus visible sur la place avec de la donnée qui peut servir à des échelles gouvernementales et des ambitions qui deviennent européennes ou internationales, accélérer ton business et être accompagné par des organismes vraiment solides, c'était important. Ouais. C'est pour ça que cette année, on a fait le choix de la levée de fonds qui était concomitant et puis qui faisait suite à un gain d'un programme assez élitiste qui s'appelle l'EIC Accelerator, qu'on a gagné l'année dernière, qui récompense 3% des projets les plus ambitieux en Europe et qui nous a permis justement d'accélérer, puisque début 2023, on était 13 et aujourd'hui, on est 38. Donc, c'était vraiment une accélération très, très forte. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on continue dans cette accélération avec l'idée de venir servir en premier lieu le gouvernement français, mais à une plus grande échelle, l'ensemble des gouvernements, agences de l'eau, agences européennes de l'environnement et autres, qui ont besoin d'un service comme celui de Vortex. Ok. Ouais, donc après, ce qu'on retient quand même, c'est que y a eu tout un processus pour arriver à cette levée de fonds et que les étapes n'ont pas été brûlées. Donc si on devait retenir les conseils en bref, tu résumes, prendre son temps. Prendre son temps, et ça va avec ta question sur les piliers de vie. Je pense que tu vois, se dire que libre vie pro, vie perso. Il y a pas que le business, il y a pas que le boulot, il y a d'autres choses. Et en fait, c'est pas parce que tu as envie d'aller plus vite, d'accélérer ton business, etc., que ça répond en face, quoi. Il y a un temps pour chaque chose, et je pense que c'est, on pourrait dire quasiment un conseil de sage que je pourrais prodiguer aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs, c'est que ne brûlez pas les étapes. Ok, top. Conseil précieux. Est-ce que tu as des ressources type livre, podcast, même film que tu conseillerais, qui t'ont peut-être inspiré pendant ton parcours entrepreneurial ? Alors oui, d'une part parce que j'échange beaucoup avec d'autres entrepreneurs, donc c'est pas forcément que des lectures, j'ai envie de dire traditionnelles ou qu'on entend. Voilà, moi je me suis un peu plongé dans des bouquins comme Radical Candor au départ, Sales Acceleration Formula à certains moments, puis d'autres qui m'ont inspiré à d'autres moments. Et je pense que
dans ma personnalité, quelque chose qui me nourrit beaucoup, ce sont les échanges humains avec les autres entrepreneurs, que ce soit de mon domaine ou pas. Et d'ailleurs, nous, avant d'arriver dans nos locaux actuels, on a été au tout départ hébergés à la Cité derrière la Halle des Machines à Toulouse, et on a partagé notre expérience d'entrepreneur avec plein d'autres boîtes, puisqu'on faisait partie de l'incubateur Midi-Pyrénées-Nubo. Et donc, on était sur un plateau avec plein d'autres boîtes, d'autres domaines, des entrepreneurs avec plus ou moins d'expérience, des modèles économiques complètement différents, du business complètement différent. Et à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais passé 15 ans avec des personnes qui parlaient le même discours que moi, dans la même thématique que moi, avec les mêmes clients que moi. Et là, d'un seul coup, je faisais un pas de côté et je rencontrais le reste du monde, que j'ai envie de dire. Ouais. Et voilà, et je le disais au départ, moi j'ai un parcours d'océanographe de formation, donc j'étais dans un marché de niche très fermé, très cloisonné, et en m'ouvrant à tout ce qu'il y avait autour de nous, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à apprendre. Je pense que c'est ce qui nourrit 75% de ma vie d'entrepreneur, ce sont les échanges avec les autres entrepreneurs. D'accord. Et je les apprécie, j'apprécie vraiment particulièrement d'échanger avec des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs qui démarrent, parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer. Carrément. C'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est d'avoir justement plein de parcours différents et donc de pouvoir échanger avec plusieurs typologies de nos clients, mais voilà, d'entrepreneurs avant tout. Et donc, c'est super intéressant d'avoir tous ces points de vue différents. Après, on remarque qu'il y a quand même pas mal de points en commun sur différents parcours qui n'ont rien à voir entre eux. Mais c'est vrai que souvent, il y a des choses qui reviennent quand même et qui permettent de se compléter entre elles, en fait, au final. Écoute, on va terminer par une dernière question, plutôt positive. Est-ce que tu aurais une histoire inspirante qui t'a marqué durant ton parcours chez Vortex? Voilà, un élément marquant de ta carrière entrepreneuriale qui te vient. Alors, il y en a forcément, il y en a plusieurs. Je pense quand même que dans mon parcours d'entrepreneur, ce qui m'a marqué, et je reviens un peu à la jeunesse de Vortex, c'est le fait qu'à un moment donné, on puisse discuter avec Jean-Christophe, justement, parce que voilà, j'en ai pas beaucoup parlé pendant cette interview, mais c'est quand même quelqu'un que je remercie de s'être investi autant dans l'aventure avec moi, parce que je pense que sans lui, j'aurais jamais pu imaginer avoir une si belle aventure entrepreneuriale. Et encore une fois, cette histoire on était des salariés d'une entreprise et aujourd'hui on est des entrepreneurs, c'est ce qui peut inspirer, je pense, des gens qui ont envie de passer le pas. En fait, c'est pour moi important de dire que c'est pas sans embûches, mais il y a rien d'impossible. Voilà, je pense que quand on est vraiment très très motivé, ça peut se faire assez facilement. Il faut savoir bien s'entourer. Je pense qu'il faut aller chercher des conseils. Moi, je dis souvent que la porte de chez Vortex est ouverte et il y a pas mal d'entrepreneurs qui passent pour échanger. Voilà, comment on crée un business dans ce domaine-là, et pas que dans des domaines qui sont liés à notre propre activité. Donc moi, je me suis moi-même inspiré d'aventures entrepreneuriales. Voilà, j'ai cité l'expérience de Pictarine, mais parce qu'elle me parle au-delà du professionnel, elle me parle aussi personnellement. J'ai suivi cette aventure d'un point de vue personnel depuis son lancement il y a beaucoup d'années. Je sais même pas dire la date de lancement de Pictarine, mais je sais que c'était il y a un moment. Et donc voilà, je pense que ça m'a beaucoup inspiré de voir des amis très proches qui réussissent, au-delà de réussir, qui prennent le pari qu'ils vont apporter quelque chose, alors dans un domaine complètement différent de celui que Vortex adresse, mais qui prennent le pari de se lancer et puis de se dire que même si on subit des échecs, on apprend énormément de choses. Et tout à l'heure, tu m'as posé une question intéressante sur la pression. Oui. Et je pense que c'est intéressant de se dire qu'une des raisons pour lesquelles je ressens peut-être moins de pression aujourd'hui qu'il y a 5 ans,
c'est parce que j'ai déjà l'impression à date que on a réalisé quelque chose. Okay. On n'est pas en train de convaincre ou de démontrer ou voilà, ou d'être en train de tester des choses. On a quelque chose qui fonctionne, au-delà qui fonctionne, mais qui convainc. Qui répond à un vrai besoin. Et la nouvelle étape que l'on a décidé de franchir, notamment grâce à nos investisseurs, c'est d'aller plus loin dans cette proposition de valeur, de pouvoir proposer à tous les gouvernements qui en ont besoin une observation temps réel de leur cours d'eau, des indicateurs, des outils d'aide à la décision. Ça, c'est le challenge qu'on se donne maintenant. Mais déjà à date, je trouve qu'on a écrit une belle histoire. Et donc, je pense aussi d'ailleurs que, il faudrait peut-être les interviewer pour le savoir, mais je pense aussi que c'est ce qui a inspiré nos investisseurs. C'est de se dire que déjà, en 4 ans d'existence, la boîte a déjà convaincu largement dans des domaines qui sont pas toujours faciles parce que on travaille avec des acteurs publics, il y a un mindset à avoir qu'on n'avait pas forcément au départ parce que comme je disais, et ça fait bien le lien avec la discussion, il y a eu des périodes où on a voulu brûler les étapes, où on a voulu aller plus vite que ce qui était possible. Et je pense qu'aujourd'hui on a acquis suffisamment de sagesse pour savoir que faut prendre le temps. Voilà, faut prendre le temps. Et donc mon conseil, c'est tous ceux qui ont envie aujourd'hui de devenir entrepreneurs, je pense qu'il faut essayer. Si on a la bonne approche, faut pas hésiter, faut se lancer. Il y aura des échecs, il y aura des choses qui seront top, mais à la fin, on en ressort quand même beaucoup de points positifs. Et voilà, donc moi je suis extrêmement fier de ça. Et puis je suis aussi fier de voir le mouvement que ça a créé dans une boîte comme Vortex, comment ça rayonne autour, voilà, à de grandes échelles. Et voilà, je parle pas que du business, je parle aussi de tout ce que ça crée pour nos familles, nos enfants, nos amis. Voilà, je pense qu'on est satisfait de se lever le matin et de se dire, voilà, on œuvre pour quelque chose de louable. Et puis, on essaye de faire ce qu'on peut pour la planète, justement. Ok, top. C'est des super valeurs. Je pense qu'on va clôturer ce podcast là-dessus. Ça me paraît bien. Je te remercie, Guillaume, d'être venu en tant qu'invité. C'était très sympa. On a appris plein de choses sur un domaine qu'on n'a pas l'habitude aussi de voir au quotidien. Donc très cool de t'avoir eu aujourd'hui. Moi, j'en profite pour vous dire rendez-vous au prochain épisode. N'hésitez pas aussi à écouter les autres épisodes qui sont dispo sur la chaîne, à vous abonner aussi pour être tenu au courant. N'hésitez pas à faire un petit tour sur les réseaux sociaux d'Axonote où vous retrouverez toute l'actualité du podcast et bien sûr toute l'actualité du logiciel et nos différentes aventures, puisque nous aussi on vit cette aventure au quotidien. Et puis voilà, donc je vous dis au revoir et puis à la prochaine.